La société, c'est qui? C'est toi, c'est moi ou les autres? C'est nous tous. Hommes, femmes, heureux, malheureux, grands-parents, petits-enfants, vaillants ou faibles. Fais ta part et je fais la mienne. Ainsi, chacun fait la différence. Bienvenue à l'émission La Différence. Aujourd'hui, nous sommes à l'Office de développement des églises évangéliques ODE. Nous allons rencontrer le pasteur Bazier Étienne qui fait la différence dans la société ici au Burkina Faso. Allons-y le rencontrer. Je m'appelle Étienne Bazier et je suis le secrétaire exécutif de l'Office de développement des églises évangéliques du Burkina Faso. J'ai commencé à travailler à l'ODE en 1984 comme assistant technique des programmes et projets. Et en 2004, j'ai été nommé secrétaire exécutif de l'ODE. L'Office de développement des églises évangéliques du Burkina Faso, qui a été créé en août 1972 par la Fédération des églises et missions évangéliques pour témoigner de l'amour de Dieu au Burkinabé, en participant au développement social, économique et spirituel du pays. Et comme c'est un instrument de témoignage de l'amour de Dieu aux populations, nous intervenons sans discrimination ethnique, religieuse ou d'ordre politique. Nous intervenons donc en faveur de tous ceux qui sont dans le besoin et que nous pouvons aider à répondre. Et notre identité aussi de sel de la terre et de lumière du monde nous interpelle à faire voir ce qui pourrait aider à restaurer la dignité de l'homme. Nous nous adressons aux communautés, donc aux adultes, hommes et femmes, et aux jeunes, aux enfants. Et quand nous le faisons, surtout quand on est en face d'adultes, on ne peut pas arriver et puis dire « Ah, ça c'est bon pour vous, faites ceci ou faites cela ». C'est une approche par conviction. Et cette approche par conviction, c'est d'abord avec les communautés de faire le point de leur situation, de voir quels sont les problèmes de développement qui se posent en leur sein et de voir comment eux-mêmes perçoivent ces problèmes-là. Et déjà, de savoir comment ils tentent de les résoudre. À partir de ce moment, nous partons de ce qu'ils savent faire. Bon, et quand nous arrivons à identifier ça avec eux, maintenant, bon, nous essayons de voir comment on peut, par des démonstrations, les amener à faire le choix qui leur convient et surtout qu'ils peuvent maîtriser à terme. La yam kanga anama na wana la ton nya da yamba wabham man bumba saka yam na wanya yetu tinyo soba adini yi da nyo soba paton yele yam menga na nyande la yam hawa nyanda wotone ai na kinto ni bum ni ngowa yele be ni yamba bumba han na fo yam tin yamba hapore yam mane menga ton me mane do tin yam yi ton de bala ton me tada barak fu so on na kingni la hala le ba ni la yam me yi wa me ton me ton da yam me yi ni la hala le me ki za ton ni la ton me mane do hi kanga sa ki da ti tu ni ngoli ton me ton ngom bi shi ti fa ju zekle sa yi ton ma ti king taw de yam ju zekle yam song ma ton ni de me ha ya le shi ra po to fa wi du ninga ni ke ti ya bun ki fa voilà le wa ton pour di le barak fu so on a point ton mieux vaut aider les jardiniers à se former que de lui faire un bon jardin. Parce que nous savons aussi que s'ils maîtrisent les techniques, s'ils maîtrisent le savoir-faire, ils peuvent sans nous continuer. Et c'est ça aussi qui fait que les actions peuvent durer dans le temps et aussi pouvoir être reproduites par eux-mêmes. Nous disons que nos interventions sont multisectorielles.
Donc on a touché pas mal de domaines hydrauliques villageois pour l'approvisionnement en eau, domaine de l'hydraulique agro-pastorale avec les barrages. Et nous avons aussi eu, dans le domaine de l'agriculture durable, avec ces situations de changement climatique, à faire la promotion des techniques culturelles qui sont adaptées au contexte actuel. Et dans tous ces domaines-là, c'est déjà de voir est-ce que ça se fait. Si ça ne se fait pas, d'amener ces populations-là pour aller voir ailleurs ce qui se fait déjà et de les amener à maîtriser la technique et à le faire eux-mêmes. Et ça fait que nous procédons au niveau de l'agriculture durable par des démonstrations, des champs-écoles que eux-mêmes vont mettre en place et de suivre l'évolution des plans, de tirer eux-mêmes les conclusions et de dire « Ah, c'est ça qu'il nous faut et nous allons continuer à l'appliquer ». On a aussi ceux qui font la production de semences améliorées, des hommes ou des femmes qui aujourd'hui peuvent faire plus d'une dizaine d'hectares de semences améliorées, qui peut être du nébé, du riz, du sorgho, etc. Et ils continuent ces activités dans le cadre de leur organisation qui peuvent être soit au niveau provincial, régional, et même on a eu des semenciers qui sont au niveau national. Ce travail a laissé, en tout cas, de l'impact certain dans les communautés où nous avons intervenu. Bon, dans le domaine de la santé, où nous avons eu à construire des infrastructures sanitaires équipées, bon, sont fonctionnelles jusque-là et servent en tout cas à soigner les populations. Bon, les barrages, n'en parlons pas, puisque là, en saison de pluie, ils font des cultures avec irrigation d'appoint. C'est-à-dire que quand il n'y a pas suffisamment de pluie, ils peuvent encore apporter l'eau du barrage. En saison sèche, ils font des cultures de contre-saison à partir de l'eau du barrage. Et ceux qui ont des périmètres ou ceux qui peuvent travailler autour, nous remarquons que s'ils n'ont pas récolté pendant la saison, la campagne hivernale, ils peuvent se rattraper là. Et quand nous y repassons, on est quand même fiers que le passage n'a pas été vain et que le développement, si on peut ainsi parler, a été amorcé et s'enracine au niveau de ces communautés-là. Bonne arrivée. Comment ça va? Comment ça va? Merci beaucoup. Merci. Comment ça va? Akakene, c'est Morodo. Ah. Bamuso, non, Baké Kakene, Demisedo. Kakene. Ok. Quand je repars vers ces personnes-là, quelque part au fond de moi, c'est comme une redevabilité. Moi, j'ai été formé à un certain niveau et ils sont à ce niveau. Qu'est-ce que je peux apporter comme conseil, comme appui? Et quand j'ai cette occasion, vraiment, je suis épanoui moi aussi. Et surtout que s'ils m'écoutent et si on essaie de faire quelque chose ensemble et qu'après ils me disent « Ah, mais ce que tu avais dit l'autre jour là, maintenant nous l'avons fait, voilà ce que ça nous a donné. » Ça vous réconforte. Je crois qu'il y a eu des actions que nous avons eu à entreprendre avec des producteurs. Et une fois, je me rappelle qu'on m'a taillé un lion, qu'on m'a remis comme cadeau. J'ai dit, mais pourquoi vous me donnez ça? Il dit, non. Mais une fois, tu nous as dit que pour entreprendre le travail pour l'intérêt de notre communauté, c'est comme un lion à abattre. Et pour abattre un lion, dans le temps, il fallait que ce soit des braves. Quand le lion rigide dans la nuit, au niveau du village, ce n'est pas n'importe qui sort. Et ce sont ceux qui veulent que leur famille soit à l'abri et qui vont accepter, braver les dangers là, qui arrivent à chasser le lion ou à le tuer. Et dès qu'ils tuent le lion, tout le monde applaudit pour eux. Ce sont les héros du village. Et pour le travail de développement aussi, c'est comme ça il faut le voir. Il faut des braves dans les villages, dans les communautés pour porter ça. Et quand je leur ai dit ça, ils se sont donnés, ils ont réalisé leur barrage là, et puis ils disent, ce message que tu nous as donné là, nous voulons le concrétiser en te donnant aussi ce lion là.
tu vas aller déposer chez toi. Bon, c'est pour dire quand même que ce travail, bon, bien que c'est contraignant de fois, ça donne de la joie parce qu'on apporte ce que nous avons pu recevoir aussi par l'instruction reçue là à d'autres qui n'ont pas eu la chance et ça les aide à prendre conscience, à se défier et à arriver à des résultats qu'ils reproduisent après. Et ça m'a fait beaucoup de joie. Et aussi, l'autre aspect, bon, je suis chrétien, je suis devenu pasteur entre-temps. Pour moi, servir Dieu, c'était aussi l'un de mes rêves. Et dans une structure chrétienne comme l'O2, vraiment, Dieu m'a donné cette occasion. En dehors de l'O2, l'Office de développement des églises évangéliques du Burkina, je suis à l'église apostolique et église locale de Tanguin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même si il y a la souffrance, je peux vous dire tout simplement que nous sommes fiers d'être des serviteurs de Dieu. Et nous disons merci au Seigneur qui nous donne encore cette année 2019 de marquer cette journée du pasteur. Quand j'étais enfant, on avait un parent qui était aussi vraiment un grand musicien de talent. Et à cause de cela, on lui a jeté un sort et ayant cherché à se soigner traditionnellement, il n'en a pas pu. Et il s'est converti et il était guéri. Bon, et lui, puisque j'étais à l'école, il m'appelait les soirs pour que je vienne l'aider à lire les syllabaires en moré. Bon, je ne comprenais rien, mais moi aussi, si je vois ce que je peux lire, je lis et lui, il écoute. Mais j'ai compris que lui, il priait pour moi, mais je ne le savais pas. Bon, jusqu'à ce que j'aille au collège. Et bon, quand je suis allé au collège en 72, quelques années après, bon, en 74, il est décédé. Bon, quand j'ai appris son décès, ça m'a choqué. Mais un jour dans mon rêve, je l'ai vu et j'ai vu que lui, il montait au ciel. Et moi, je voulais faire comme lui parce que, bon, on était quand même devenus des confidents et tout ça. Et j'ai essayé, mais je ne pouvais pas. Mais une voix m'a dit, si tu veux le faire, il faut devenir comme lui. Mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais bon, déjà, j'étais quelqu'un, quand je rentrais pendant les vacances, je partais à l'église protestante dans notre village. Je suivais, bon. Jusqu'en 1976, quand je suis arrivé à Ouagadougou, mon logeur était aussi un pasteur. Donc, je suis venu, je fréquentais les assemblées de Dieu à Gounguin. Et puis, bon, c'est à partir de là que j'ai vu que vraiment, il fallait que je donne ma vie à Jésus. Et officiellement, en 1978, je me suis donné au Seigneur. Et ce qui vraiment m'a marqué, c'est qu'il y a eu vraiment une transformation. La peur qu'on avait des sorciers, de tout ce qui était autour, les jeteurs de sorts, tout ça là est parti parce que Jésus en nous, on n'a plus peur. Donc, je trouve qu'il est très, très engagé. Il faut être une aide, un soutien. Sinon, je pense qu'il risque de ne pas arriver à faire grand-chose. En plus d'être aide, bon, quand on est épouse d'un cadre,
Bon, on se dit que le cadre il n'a pas assez de temps, souvent pour la famille. Et nous, en tant qu'épouse, on a besoin d'être éducatrice, s'occuper bien de son foyer et surtout prier pour la personne auprès de laquelle le Seigneur nous a mis. Pour des épouses qui ont des maris qui sont cadres, je leur demanderai d'être simplement des aides, d'être simplement un soutien. Parce que l'homme en a besoin. À cause des multiples responsabilités, ils ont besoin du soutien de leur épouse. Parce qu'ils ont besoin de se sentir en sécurité, en paix lorsqu'ils arrivent à la maison. Et se dire que on y arrive seulement par la grâce de Dieu. Parce qu'en comptant sur ses propres forces, on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois sans être fatigué. Il y a des femmes qui cherchent des carrières professionnelles. Je pense que c'est un choix. Parce que déjà même gérer la famille n'est pas facile. Alors quand on veut faire une carrière professionnelle, ça veut dire qu'on choisit de privilégier soit la profession, soit la famille. Et pour nous, en tant qu'époux de pasteur, je pense que c'est difficile même de se dire qu'on peut faire une carrière professionnelle parce que ça devient très difficile. Je rends grâce à Dieu. Je me suis marié le 12 juillet 1986. Et nous avons, par la grâce de Dieu, eu 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Quand nous allons à l'église, ils sont avec nous. Les activités au niveau des enfants, ils sont impliqués au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, je crois que la plupart, enfin, pour ne pas les 4 d'ailleurs, en tout cas dans les différentes assemblées où ils sont, ils font quelque chose dans l'église. Je me nomme Bazié William Stéphane Théophile. Je suis le fils du pasteur Bazié Étienne. Quelque chose à dire à mon père, le pasteur Bazié, c'est que nous, ses enfants, nous l'admirons vraiment. On admire sa façon de travailler, on admire son engagement, on admire le fait qu'il sache être un père qui sait conseiller. Et lui, chaque fois, il ne se lasse pas de prendre soin de nous, même que nous sommes grands, voilà. Et aussi, on admire sa simplicité. Voilà, c'est un père aimant, travailleur. Et nous admirons vraiment la simplicité de notre père, voilà, qui sait rester simple et humble, voilà. Et c'est une école aussi pour nous, ces enfants, parce que nous apprenons de cela et nous comptons mettre cela aussi en pratique dans notre vie. Et ce que je leur disais deux fois, c'est que eux, ils ont eu un avantage sur moi, qui est leur papa, tout simplement parce que moi, je suis par la suite de parents païens, je me suis converti. Eux, ils ont eu un environnement en tout cas qui leur a permis de connaître le Seigneur plus tôt que moi. Et je leur ai dit qu'ils doivent faire plus que nous dans le Seigneur. Nous sommes d'une ONG chrétienne évangélique et les responsables nous demandent en fait d'afficher cette foi-là et de témoigner de l'amour de Dieu partout où nous allons, du fait du travail. Nous voulons que ceux qui sont en face, nous ayons de la considération pour ces personnes-là, tout simplement parce que ce sont des créatures à l'image de Dieu. Qu'ils soient animistes, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient d'autres confessions religieuses, pour nous, nous devons leur montrer
que nous sommes des enfants de Dieu et nous les considérons, nous les aimons et nous sommes là pour eux. Mais nous veillons seulement à travailler et que ce sont les gens même qui découvrent que mais pourquoi il agit comme ça. Est-ce que des fois, même sans que nous le disions, on vous dit mais vous devez être des protestants ou vous devez être ceci. Nous savons que quand nous venons dans ce monde, Dieu a un plan pour nous et nous devons impacter en fait l'environnement dans lequel Dieu nous a mis. Et c'est pourquoi je me dis qu'on doit tout faire par la grâce de Dieu d'être utile à l'autre. Et c'est par là que nous montrons que vraiment nous venons de Dieu. Et pour être utile à l'autre, la parole de Dieu même nous dit que c'est lui qui a préparé déjà des bonnes choses à l'avant pour que nous les pratiquions. Donc il va donner, en tout cas, que nous ayons des circonstances autour de nous qui nous permettent, nous, de faire quelque chose, de dire quelque chose qui va faire du bien autour de nous. Si notre existence n'a pas été utile à autrui, je crois que là, vraiment, on a raté. Mais nous devons nous dire que ça ne peut pas être des choses, j'allais dire immédiatement grandioses. Mais déjà, ça commence petit à petit. Et d'accepter d'abord que le peu que nous pouvons faire, que nous le fassions très bien, avec conviction, pour pouvoir impacter autour de nous, créer en fait un entourage de confiance. Et ce sont les gens aussi qui vont nous former davantage, qui vont nous aider même à faire quelque chose. Quelqu'un qui entreprend de mener une activité génératrice de revenus, il peut d'abord aller apprendre ça avec quelqu'un d'autre, qu'il accepte d'être humble, d'apprendre. Quand j'ai commencé le travail à l'ODE en 1984, j'avoue que j'avais fini quand même à l'université, ingénieur agronome. Mais quand j'ai commencé le travail, tout de suite, je me suis rendu compte que oui, j'avais quand même beaucoup de connaissances théoriques et dans certains domaines, c'était quand même pas si théorique que ça. Mais la réalité, en fait, du travail qu'on a au quotidien, parfois, il faut l'apprendre. Il faut accepter d'être humble et de l'apprendre aux côtés des aînés. Et c'est ça que moi, en tout cas, c'était quand même, dans un premier temps, le choc. Parfois, on aurait aimé prendre ces documents d'université et puis dire, bon, on trouve quelque chose et puis on dit, on applique. Mais ce n'est pas comme ça. Bon, et c'est là qu'il faut, avec le niveau d'instruction qu'on a, de voir comment on peut l'adapter à ce qui est pratique au quotidien. Si on est né quelque part dans un milieu rural, bon, à moins qu'on souffre d'un handicap, dès que tu atteins un certain âge, soit tu gardes les animaux, soit tu vas au champ avec les parents, et comme ça, tu es en train d'être formé. Bon, à partir de l'âge de 15 ans déjà, bon, généralement, à côté du champ familial, chacun est poussé même à avoir son petit lopin pour pouvoir travailler et se faire un petit revenu. Bon, et quand on atteint l'âge de 18 et au-delà, on devient un producteur. Parce qu'on sait, à partir de ses mains, de ce qu'on a pu apprendre auprès des parents, faire l'élevage, faire l'agriculture et mener des activités génératrices de revenus qui puissent rapporter. Quand on prend ce contexte-là, on se rend compte seulement que, en fait, c'est tout simplement parce que cela n'a pas été valorisé. Quand le système moderne d'éducation est là, eh bien, on a toujours aussi entendu que si tu n'es pas fort à l'école, si tu ne réussis pas, tu vas repartir à la terre, comme si c'était une malédiction. Si cette mentalité-là est là au niveau d'un jeune, c'est dit que dès que le papier ne peut pas lui donner un emploi dans un bureau, ben, il va souffrir en tout cas de manque d'emploi. Mais s'il sait utiliser en tout cas ses doigts pour mener une activité, peut-être que du coup ça ne va pas lui donner beaucoup de revenus, mais il peut se nourrir.
c'est auprès des maîtres, auprès de ceux-là qui ont de l'expérience que nous pouvons apprendre. Et si nous acceptons d'apprendre, nous allons pouvoir faire quelque chose en évitant même certaines erreurs. Mais si nous voulons aller tout seuls, c'est sûr que nous n'allions pas arriver. Je pense que c'est cette modestie, cette humilité qui manque parfois et on se lance aussi et on ne réussit pas. Ou bien qu'on veut immédiatement faire ce qui est grand. Je crois que ça doit venir avec le temps. Et je pense que ceux qui rêvent en tout cas de devenir en tout cas entrepreneurs, ceci ou cela, il faut accepter seulement d'apprendre auprès des autres et de pouvoir aussi cultiver cette endurance-là. Parce qu'on ne trébuche pas sur le succès, c'est au fruit de l'effort et certainement avec la grâce de Dieu qu'on y arrive. Il faut se dire que pour un jeune qui veut se former à la vie, il ne faut pas s'en tenir à son diplôme. Il faut ouvrir l'œil et accepter de se salir et avoir le courage d'entreprendre quelque chose. Et je pense que c'est ça qui parfois nous manque. Chacun de nous déjà doit d'abord se dire, je suis dans ce monde-là, ce n'est pas rien. Dieu veut que je fasse quelque chose. C'est quelque chose de perceptible. Certains ont déjà perçu ce que Dieu veut qu'ils fassent, d'autres ne l'ont pas. Mais il faut commencer à faire ce qui est autour de nous. Et nous allons savoir peut-être que nous pouvons être un bon éducateur, nous pouvons être quelqu'un de la santé, quelqu'un qui va produire au niveau de l'agriculture ou de l'élevage, ou qu'il va mener un autre métier, être un menuisier, être un maçon, etc. Et tout est utile pour la société. L'essentiel, que là où nous soyons, que nous le fassions et que nous soyons la référence. Si on est le bon tailleur qui est dans la zone, eh bien, on n'a même pas besoin d'aller à la télé ou je ne sais où pour faire sa publicité. De bouche à oreille, les gens vont venir. Si on est un bon menuisier, c'est la même chose. Si c'est un bon maçon, c'est la même chose. Si c'est quelqu'un qui produit aussi, qui fait quelque chose de qualité, ça va venir. Donc ma prière, mon souhait est que surtout la jeunesse puisse savoir que Dieu ne les a pas oubliés. Dieu les aime et veut que chacun d'eux puisse se prendre en charge. Mais il faut accepter les petits commencements. Il faut accepter, si on a de quoi manger et boire et qu'on ne mourra pas de faim, qu'on soit patient, qu'on se batte honnêtement et Dieu va nous bénir dans ce que nous faisons. Waouh! Quelle passion, quel dévouement! Nous pouvons tous faire la différence autour de nous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.